reviens à la page de couverture rapidement pour présenter un aperçu global de ce chapitre 5 qui se découpe lui-même en 5 parties. La première sur l'environnement, c'est l'action du dialogue, sur l'environnement dans la politique internationale. Voilà, le pape a une partie sur cette question de politique internationale qui est un sujet entier sur la question de l'environnement. Ensuite, on descend progressivement dans le local. Deuxième partie, le dialogue sur la politique nationale et locale. Ensuite, les nécessités de transparence dans les processus de prise de décision. Il va s'attaquer en particulier à la corruption. Donc, à l'inverse, la transparence, c'est une nécessité pour travailler dans le bon sens par rapport à l'environnement. Quatrièmement, politique et économie. Jean-Jacques a plusieurs fois répété que la technologie donne le rythme à la finance, qui donne son rythme à la politique. Voilà. Ce n'est pas forcément le bon ordre des choses. En tout cas, il y a un lien entre la politique et l'économie. Il va en être question ici. Et pour terminer, un sujet qui a déjà été évoqué aussi par ailleurs dans l'encyclique, la question de l'apport des religions dans cette question de l'environnement. Donc attaquons-nous quand même. Le pape introduit ce 5e chapitre, je suis à la page 2 de nouveau, numéro 163. Après avoir décrit tout le problème, il a quand même la bonté de nous offrir quelques pistes de solutions. Ouf! Essayons à présent de tracer les grandes lignes de dialogue à même de nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Alors maintenant, il s'agit d'en sortir. Donc, premièrement, le dialogue sur l'environnement dans la politique internationale. On ne va pas tout lire. D'abord, j'en ai enlevé des parties, et en plus, on ne va pas tout dire ce qui reste. Globalement, le pape fait un petit peu l'état des lieux de la prise en main politique de la situation et dit, grosso modo, il y a du bon et il y a, non pas du pas bon, mais de l'inefficace. Il ne mâche pas ses mots, donc on va se contenter de ce qui est un peu en gras. Il dit d'abord que l'intelligence humaine, qui est très douée pour développer des techniques très pointues, et donc pourtant très efficace, cette intelligence humaine, elle semble inefficace quand il s'agit de trouver des solutions pour résoudre les graves problèmes de l'environnement. C'est curieux de voir comment l'homme peut déployer une grande intelligence dans certains domaines, et dans ce domaine du lien à l'environnement, il reste un petit peu balbutiant. Pourtant, il y a un consensus mondial qui devient indispensable. Donc il y a besoin de se concerter, de réfléchir, de faire ça intelligemment ensemble, de déployer des qualités humaines et intellectuelles très grandes, que dans certains cas l'homme sait fournir et que dans ce cas-là, il en a beaucoup de difficultés. Ce qui est positif, 165, c'est que les questions d'environnement ont généré un large débat public. Au moins, c'est présent dans le débat public, et ça, c'est une très bonne chose. Mais la politique et l'entreprise réagissent avec lenteur et sont loin d'être à la hauteur des défis mondiaux. Il attaque un peu le pape, là. Je trouve qu'il va fort, quoi. C'est bien, vous vous emparez de la question, mais ça marche pas, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Il y a déjà eu un long parcours de fait, numéro 166, mais les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes, parce qu'il y a un manque de décision politique. Voilà. Vous discutez, vous vous réunissez, vous avez des grands problèmes, d'accord, mais il n'en sort rien, quoi. Et maintenant, il devient urgent d'en faire quelque chose de concret. Il nomme certains sommets connus, il en tire des choses qui ont été belles, mais les belles choses qui sont dites ne sont pas forcément appliquées. Les principes énoncés demandent encore des moyens efficaces et souples de mise en œuvre pratique. Ça ne sert à rien de pondre un super dossier où tout paraît carré, si derrière la mise en œuvre n'est pas prévue, n'est pas réalisable, n'est pas facile à mettre en œuvre. Il note quand même les expériences positives, la Convention de Bâle, etc., la Convention de Vienne. Moi je ne les connais pas, mais il a dû se pencher un peu plus que moi sur la question. Il ne dit pas que tout est nul, tout est mauvais, que ça ne sert à rien, mais il dit il faut faire un peu plus et trouver la manière que ce qu'on pense soit réalisable et réalisé. En bas de la page, s'agissant du changement climatique, les avancées sont hélas très médiocres. Voilà, ça c'est aussi un reproche qui est fait.
Nous les croyants, voilà, ça veut dire qu'on est concerné déjà dans ce chapitre sur la dimension politique internationale. On pourrait se dire, ben, c'est les gens du G20 qui gèrent ça. Non, déjà, nous les croyants, nous avons au moins déjà une première action à faire qui dépend de nous. Nous ne pouvons pas cesser de demander à Dieu qu'il y ait des avancées positives dans les discussions actuelles, de manière à ce que les générations futures ne souffrent pas des conséquences d'ajournements imprudents. On n'a peut-être pas de prise immédiate sur les décisions politiques et leur mise en œuvre quand elles sont à un tel niveau, mais on a un premier devoir, c'est de ne pas cesser de prier pour que cette politique ait une mise en place concrète. Sur la politique aussi, je voudrais qu'on se sente peut-être plus concerné qu'on l'imagine, à savoir que ceux qui vont prendre les grandes décisions politiques dans 50 ans, c'est vos enfants. Vous avez une prise sur vos enfants, sur vos neveux-nièces, sur vos élèves si vous êtes instituteur, sur les gens que vous rencontrez, sur les enfants du catéchisme si vous faites du catéchisme. Vous avez une possibilité aujourd'hui de former les décideurs de dans 50 ans. Si ce n'est pas vous qui le faites, d'autres le feront autrement. Voilà. Mais donc nous avons une prise sur la politique, pas forcément parce qu'on a les responsabilités aujourd'hui, mais parce que nous avons quand même sous la main des gens qui sont potentiellement ceux qui vont s'engager dans la politique de demain. S'il n'y en a pas, ce sera notre faute. Voilà. Ce ne sera pas de la faute de ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité, ce sera de la faute de nous aujourd'hui qui n'avons pas fait l'effort de donner un goût de la politique internationale convenable et chrétien et capable d'être, de s'attaquer à ces problèmes-là qui sont grands. On va voir par ailleurs aussi que ça demande des qualités. Voilà, s'il faut des hommes de qualité demain pour prendre des décisions internationales fortes, eh bien c'est ceux que nous avons aujourd'hui au catéchisme aux enfants de cœur. Voilà, comme ça je mets dans l'eau. Très bien. Donc on est concerné par la politique très fort. Il faut décider que les décideurs de demain, ce sera nos enfants à nous et pas ceux des autres. 170, il reste vrai qu'il y a des responsabilités communes mais différenciées, c'est-à-dire que tous les pays du monde n'ont pas la même responsabilité sur cette réflexion. Là, il prend un exemple, les évêques de Bolivie qui disaient « Les pays qui ont bénéficié d'un degré élevé d'industrialisation au prix d'une norme émission de gaz à effet de serre ont une plus grande responsabilité dans l'apport de la solution aux problèmes qu'ils ont causés. » Voilà. Je ne sais pas où se situe la France dans cette responsabilité par rapport aux autres mondialement, mais à mon avis, on n'est pas les derniers responsables des problèmes dus aux émissions de gaz à effet de serre, entre autres, ou d'autres choses. Donc on peut se dire, le Français, le pape nous invite à dire, nous sommes responsables, c'est peut-être la faute de nos parents, grands-parents, c'est rien. Moi, mon arrière-grand-père, il a inventé les voitures. C'est malin, heureusement, c'est pratique, très bien. Ouais, bon, voilà, on peut se poser des questions. S'il avait su... il serait venu, mais... Il a sûrement bien fait, mais voilà. On a une responsabilité aujourd'hui, pas forcément parce que c'est nous qui en sommes à l'origine, mais parce qu'on a assumé une solidarité avec le pays dans lequel nous sommes, qui bénéficie, et on en est tous très contents finalement, de plein de choses qui ont pollué. Eh bien, il faudrait aussi trouver des solutions, peut-être plus que d'autres encore. Ensuite, j'ai enlevé 171, je ne vois pas plus celui-là, je ne sais pas pourquoi. 172. Il y a encore un certain nombre d'exemples, de choses un peu concrètes que donne le pape, j'en fais pas la liste. Mais ce qui m'importe, c'est la conclusion. De toute manière, c'est avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Là, on rejoint ce que disait Don Jacques, c'est que le problème du rapport à l'environnement n'est pas un problème technique, c'est un problème d'homme. Si l'homme change, le rapport de l'homme à l'environnement va changer et l'environnement va changer. Et si l'homme ne change pas, même s'il arrête de faire de la technique ou s'il continue, peu importe, ce sera dans tous les cas mauvais. De toute manière, c'est avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Donc ce qui convient de changer en premier lieu, c'est l'homme. Voilà. Que l'homme devienne moral, qu'il soit capable d'agir moralement, aider pour ça, qu'il soit soucieux de cette solidarité entre les peuples et pas de son avantage personnel. Voilà. C'est d'abord une question, je dirais, peut-être de philosophie ou de mentalité, je ne sais pas comment on peut dire ça, de culture.
c'est à ce niveau-là que le changement est le plus important. Après, la conséquence dans la technologie, elle sera immédiate, sans qu'on la recherche forcément. Et il insiste encore, pour finir, des accords internationaux sont urgents. C'est pas qu'il n'y en a pas eu, mais c'est qu'il n'y en a pas eu peut-être assez, et que ceux qu'il y a eu n'ont pas forcément été respectés ou mis en œuvre. Voilà. En définitive, il faut un accord sur les régimes de gestion pour toute la gamme de ce qu'on appelle les biens communs globaux. Voilà, ça paraît, je pense qu'il fait allusion à des choses qui sont très précises là. La maturation d'institutions internationales devient indispensable. La diplomatie acquiert une importance inédite. Voilà. Pour les enfants qui ne voudraient pas forcément être dans la politique directement, il y a aussi la diplomatie. Former des diplomates. La diplomatie, dit le pape François, acquiert une importance inédite. Eh bien, chic alors, c'est un métier d'avenir apparemment. Et il faut former des diplomates chrétiens, ou du moins sensibles à la question et à l'éthique, qui se rapprochent en tout cas de notre morale chrétienne. Voilà, donc il y a des choses importantes qui se jouent à un niveau très, très élevé, et à la fois, il ne faut pas se dire que ça ne nous concerne pas. Voilà. Et vous allez voir par la suite à quel point le pape va nous aider à nous sentir concernés, je pense. Ça va? Bon, vous avez mis la politique. Deuxième niveau, deuxième partie, et deuxième niveau plus local. Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales. Nouvelle politique, on va le voir, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, ça va au-delà de savoir aujourd'hui qui a raison dans ce que nous avons dans le paysage politique. Une nouvelle politique, c'est peut-être plus encore que, comment dire, de mieux définir lequel a les meilleures idées. Il s'agit surtout de réformer, je pense, l'esprit de la politique. On ne pourra pas faire les choses superficiellement, on ne pourra pas saupoudrer d'un peu d'intelligence économique, je veux dire écologique, pardon, certains programmes avec les mêmes personnes où il y a vraiment une mentalité profonde du rapport de l'homme à son environnement à changer, qui doit amener donc à une politique nouvelle. Donc on a vu plusieurs fois déjà que la capacité humaine à faire des utilisations irresponsables de la nature, de la matière, à planifier, à coordonner, à sanctionner, etc. Comment la société prépare-t-elle et protège-t-elle son avenir? C'est une question qu'il faut qu'on entende, nous, que la société, c'est un mot global, il y a toute forme de société à toutes les échelles. La famille, par exemple, est-ce que ma famille prépare et protège son avenir? Est-ce que ma communauté, est-ce que mon village, est-ce que mon association, toutes les formes de société, je pense, doivent entendre cette question. Est-ce que nous préparons ensemble et nous protégeons notre avenir? Est-ce que tous les acteurs sont les bienvenus là? Voilà. Et plus ça viendra de la base, plus ce sera efficace. On va le voir dans quelques paragraphes. Le droit, j'ai souligné le droit aussi. On a vu les politiques, les diplomates, maintenant il y a les juristes. Les juristes vont avoir une place très importante. Les députés, ceux qui proposent les lois, ceux qui les votent, ceux qui les rédigent, ceux qui les défendent. Enfin, tout le monde de la juridique est amené aussi à se poser la question comment mettre en œuvre, comment décliner sous la forme du droit ces questions de l'écologie, du rapport à l'environnement. Il faut codifier. Hein. Une société qui ne codifie pas ça, ça ne marchera pas que parce qu'on est content et qu'on a des bonnes idées. Ça marchera aussi parce qu'on va établir des règles qui vont rendre compte de cette nouvelle pensée et de relation à l'environnement. Voilà, donc le monde juridique a vraiment son importance. Et il faut aussi penser que les avocats, les magistrats, les juges, les juristes internationaux de demain seront issus de nos familles, ou auront entendu le bon catéchisme. Voilà, c'est ça. Ou l'auront propagé. Donc le droit qui établit les règles des comportements acceptables à la lumière du bien commun est un facteur qui fonctionne comme un modérateur important. Il va y avoir forcément des lois suite à ces nouvelles décisions, nouvelles prises de conscience. Ces lois n'ont pas de raison d'aller naturellement dans le bon sens, il faudra un peu les aider quand même.
Les limites qu'une société saine, mature et souveraine doit imposer sont liées à la prévision, à la précaution, aux régulations adéquates, à la vigilance. Vous voyez encore, ça, c'est pas des choses qui s'apprennent techniquement. C'est des choses qu'on apprend dans l'éducation, qu'on apprend dans l'humanité. On apprend aussi en étudiant pas seulement les maths et la physique, mais aussi la philosophie et la biologie et même les religions. On va le voir dans la dernière partie. Il faut ce qu'on appelait à l'époque les humanités, dans les études, c'était une nourriture globale, universelle en quelque sorte, qui incluait les sciences et la littérature, et pour avoir cette richesse ensemble. Je descends dans le paragraphe. Le cadre politique et institutionnel n'est pas là seulement pour éviter les mauvaises pratiques, mais aussi pour encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité. On parlait ce matin, dans cet après-midi, dans le travail de la créativité. Voilà, c'est pas seulement une idée, il faut qu'elle soit aussi politiquement accompagnée, juridiquement accompagnée. Sans ça, c'est pas structuré. Donc il y a vraiment des choses à mettre en œuvre très concrètement autour de nous. Alors, la politique, 178, là il y a quelques paragraphes un peu costauds là, sur la politique. Hein. On pourra reconnaître un peu de choses à la française. Hein. Alors, je me contente de ce qui est en gras pour raccourcir un petit peu. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. Pensez aux fameux les acquis sociaux, par exemple, pour ce qui est de la France, ils sont assez ailleurs. Mais on voit très bien que chez nous aussi, et nous sommes citoyens français, au moins pour la plupart, je pense, nous avons cette responsabilité aussi d'accompagner la politique de notre pays, qui souffre certainement de cette difficulté politique qui est de la difficulté à prendre des décisions non populaires, avec le risque de perdre du coup l'élection suivante, parce qu'on ne contente pas le confort de certains. Alors, est-ce que c'est une fatalité ou pas? Comment ça peut changer ça? Il faut que ça change. Du moins, il faut que les hommes politiques sachent prendre des décisions pérennes, dans la durée. Voilà. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation. C'est un fait. Je note la grandeur politique. La grandeur politique, ce n'est pas forcément l'intelligence des idées, c'est vraiment une question d'humanité, encore une fois. Les hommes politiques, hein, le mot homme dans homme politique, il est important. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence d'un programme, d'un système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, avec lequel on est plus ou moins d'accord, des idées, etc. La question de l'homme l'homme qui accompagne, l'homme qui prend les décisions, l'homme qui gouverne, toute sa personnalité a de l'importance. Donc là aussi, on a un devoir de penser à la formation humaine des hommes qui vont gouverner les suivants. Quoi. Donc, l'importance du local. Il prend des exemples, je les passe quand même, mais il montre que des instances locales peuvent faire la différence alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités. On a vu au départ, première partie, l'instance mondiale a bien du mal à faire avancer les choses. Mais il y a bien des cas où c'est localement que ça avance, et que ça avance concrètement, et que ça avance efficacement. Donc là, on a un rôle politique au sens très large du terme de la politique. La politique, c'est le soin de la cité, le soin de notre environnement social. Nous en sommes tous responsables, nous sommes tous des hommes et des femmes politiques. Nous voulons nous revendiquons être des hommes et des femmes politiques, pas seulement en allant voter, mais en voulant avoir une influence sur l'organisation de la société. Et donc on peut avoir localement des initiatives qui soient efficaces, et qui aillent dans le sens d'un rapport d'amitié avec l'environnement, avec les personnes, avec la nature, avec tout ce qu'on veut. Plus bas, il dit même « Il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. » Donc, amis syndicalistes, levez-vous. Hein, tous dans la rue. Non, pas forcément violemment ou par la manifestation, ça peut se faire différemment.
Mais il encourage quand même à ce que manifestement la politique ne va pas arriver très facilement à se dégager d'un système politique qui veut se conserver au pouvoir et donc qui ne prend pas forcément les décisions qu'il faut quand il faut parce que c'est pas populaire. À la fois il le critique et à la fois il n'est pas très optimiste sur le changement immédiat de cette façon de faire. Voilà. Donc il dit que ça changera si la base change. Ça changera si la pression sociale est efficace. Si on s'organise pour faire valoir d'autres manières de fonctionner. Si on s'organise pour les faire fonctionner déjà à l'échelle locale. Voilà. Là, ça peut changer des choses. Encore plus bas, si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique, national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. Voilà. Donc là, c'est à nous de nous poser la question, est-ce qu'on laisse faire les choses? Est-ce que ce sur quoi on peut agir, on agit dessus? Voilà. Enfin, en tout cas, le pape nous responsabilise aussi, nous, chacun, même au niveau municipal. Voilà. Je pense qu'à cette échelle-là, on peut tous rencontrer des personnes, croiser des gens, faire valoir une idée, proposer. Alors, on peut tous le faire là. 180, donc, tant au niveau national que local, il reste beaucoup à faire, comme par exemple promouvoir des formes d'économie d'énergie, c'est toujours un exemple, mais au niveau national que local, il reste beaucoup à faire. Voilà. Ça, c'est sur quoi il insiste encore à la fin du paragraphe 180. Il donne toute une série d'exemples, et à la fin, il finit par dire « il y a tant de choses que l'on peut faire », avec un point d'exclamation. J'ai entendu, je pourrais vous faire une liste géniale, mais à vous de la faire, cette liste. On peut faire quelque chose. Il y a une demi-heure, on se disait « moi, je ne suis pas à l'ONU, je ne peux rien faire ». Là, le pape nous dit « on peut tous faire quelque chose ». Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il faudrait qu'on se pose la question « qu'est-ce que je peux faire ?» Je suis sûr qu'il y a au moins 15 choses que je peux faire, dont je peux faire la liste en moins d'une demi-heure. Et si on faisait l'effort de concrètement mettre sur un papier ce que je peux faire. Allez, je prends un quart d'heure, une demi-heure, un jour, et je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je l'écris. Je suis sûr qu'on trouve plein de choses. Après, il faut le faire. C'est le but. Non, c'est pas pour nous dire que c'est pas... faut pas regarder le train passer en disant, bah, tiens, il y a une question écologique, il y a une nouvelle encyclique qui passe. Ah oui, il y a des nouvelles idées qui germent, et ça passe, et puis ça change rien. Ça changera que si celui qui voit passer le train s'accroche là-dessus et change quelque chose, lui. Voilà. Ça ne pourra pas dépendre que des autres. Donc il revient un petit peu sur la question des décisions politiques. Au 181, la continuité est indispensable. Le risque, c'est de prendre des décisions populaires pour assurer l'élection suivante qui est peut-être assez proche. Et si cette élection est perdue, il peut y avoir des décisions qui soient rebattues, dont le candidat suivant élu prenne des décisions inverses. Or, typiquement, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée, donc qui impose une continuité indispensable, parce que les politiques relatives au changement climatique et à la sauvegarde de l'environnement ne peuvent pas changer chaque fois que change un gouvernement. Voilà. Quelque chose qui dépasse, qui est au-delà du gouvernement, qui lui est provisoire. La question du lien environnement, c'est quelque chose qui se porte dans la durée. Alors ça, c'est une question aussi. Qu'un homme politique assume ses responsabilités avec les coûts que cela implique ne répond pas à la logique d'efficacité et d'immédiateté de l'économie, ni à celle de la politique actuelle. Aujourd'hui, c'est contraire, je pense, à ce qu'on apprend même en école de politique. Je sais rien, j'ai pas été, mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on apprend? On peut en avoir l'impression, c'est que l'impression, que la façon de faire de la politique, c'est de gérer l'immédiat pour avoir ses idées au pouvoir, etc. Voilà. Il n'y a pas que dans la politique, hein, dans l'entreprise, c'est pareil. Oui, sans doute. Voilà, vous avez raison. Il y a un tas de niveaux où c'est vrai, sans doute. Oui. Donc, de fait, ça ne répond pas à l'efficacité et au goût d'immédiateté qu'on a aujourd'hui. Mais s'il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme, et il laissera dans l'histoire un témoignage de généreuse responsabilité. Là encore, c'est tout à fait une question d'étoffe humaine. C'est vraiment important, à mon avis, de le noter. Il faut ajouter, pour finir, que les meilleurs mécanismes finissent par succomber quand manquent les grandes finalités,
les valeurs, une compréhension humaniste et riche de sens qui donne à chaque société une orientation noble et généreuse. Voilà. Les valeurs, les finalités aussi, voilà, avoir le sens de en vue de quoi est-ce qu'on fait les choses, vers quoi l'homme va, quel est le bonheur de l'homme. Là, il y aurait tout un développement à faire sur l'eschatologie, je ne le ferai pas tout de suite. Mais en fait, l'eschatologie, la destinée éternelle de l'homme, va avoir, enfin, c'est de la réflexion en tout cas sur la vocation de l'homme, va avoir une importance considérable pour définir le chemin. Il y a plusieurs expressions qui disent plus ou moins il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Celui qui ne sait pas où il va, il prend n'importe quel chemin, c'est jamais le bon de toute façon. Et celui qui sait où il va, il peut trouver le bon chemin. Voilà. Donc savoir où on va, c'est déjà la première chose avant de définir une politique ou une démarche ou un processus. Savoir où on va, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Voilà, donc ça demande vraiment cette mise en œuvre d'une politique nouvelle, des hommes nouveaux, l'homme nouveau, voilà, un homme restauré par le Christ, là on pourrait faire tout un développement sur l'homme nouveau. Bref, en tout cas, une approche tout à fait humaine et pas seulement technique, ni seulement technique au domaine politique et juridique ou économique ou financier, mais vraiment une question sur l'homme. Comment est-ce que l'homme porte, comment est-ce que l'homme va mettre en œuvre des manières plus humaines, plus efficaces, donc aussi dans le long terme, de porter les grandes questions de l'humanité. Pas toujours ? Bon. Troisièmement, le dialogue et la transparence dans les processus de prise de décision. Donc là, il est question de la façon dont on réfléchit, dont on décide, et de la façon dont, dans la prise de décision, on va intégrer le facteur environnemental. On a tous compris que dans environnemental, il n'y a pas seulement la pollution de la rivière d'à côté, mais ça peut être l'homme qui travaille, ça peut être l'économie, ça peut être la nature, bien sûr. Grosso modo, ce qui constate le pape, pour résumer un petit peu ce qui suit, c'est que aujourd'hui, on fait quelque chose, on fait une usine, et après on regarde ce que ça fait comme conséquence néfaste. Il faut inverser la façon de faire et mettre la réflexion sur les conséquences sur l'environnement au début de la réflexion. L'intégrer beaucoup plus tôt, en tout cas en amont, dans la réflexion. Aujourd'hui, c'est postérieur. Une étude de l'impact sur l'environnement ne devrait pas être postérieure à l'élaboration d'un projet. Pourquoi est-ce que c'est postérieur à l'élaboration d'un projet ? Parce que c'est une mentalité qui fait qu'on est consommateur, et donc on verra le problème après. Le changement de mentalité suppose qu'on ait conscience que toute action de l'homme a un impact plus ou moins grand et plus ou moins immédiat sur son environnement, sur l'environnement du monde, sur l'univers. Puisqu'il y en aura un, il faut l'intégrer dans la réflexion d'un projet. Il faut le savoir à l'avance. Il faut le mesurer. C'est facile de tricher. Hein. Regarde les Volkswagen. Oui. D'où la transparence, il va en parler un petit peu. Mais c'est facile de tricher, il n'y a qu'à prendre l'exemple de Volkswagen. C'est vrai que Volkswagen, au moins, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont prévu à l'avance, c'est les conséquences de l'environnement, sauf qu'ils ont masqué. Bon. Mais il n'y a pas seulement l'aspect de la pollution, il y a les conditions de travail, il y a les conséquences économiques, plus tard il dira les pollutions sonores, visuelles, etc. Toutes les choses très, très, très réalistes. Moi je pensais en lisant ça, quelqu'un qui veut faire construire sa maison de vacances. Il a travaillé toute sa vie, il peut s'acheter une maison, la faire construire, pour sa retraite. Il a trouvé un petit endroit, il a construit, et il a construit au bord de l'eau s'il veut, s'il peut, c'est moins en moins, c'est quand même plus protégé maintenant, mais au pied de la maison du voisin par exemple. Il n'y a personne dans l'entour, mais il choisit là où il y a le voisin. C'est un exemple idiot, mais il y a facilement la mentalité qu'on a tous un peu, j'ai droit à. J'ai droit à, et de fait, il a un droit officiel, parce que la loi le permet. Mais, dans ce que la loi permet, tout n'est pas forcément bon, et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'environnement du voisin? Alors après, la loi régule, et si c'est permis, il faut bien qu'il y ait des choses permises quand même.
prends un exemple juste pour ça, pas pour dire qu'en soi la maison à côté du voisin c'est pas bien. Pour dire que dans la démarche intérieure de l'homme qui fait ça, il y a assez vite, écoute, j'ai droit à. Voilà. Parfois c'est légitime et parfois ça l'est pas. C'est pour dire que c'est pas seulement dans les grandes choses, dans les petites choses, dans le quotidien à nous. Il y a plein de choses qu'on a droit à, mais on ne se pose pas la question si ça gêne. La façon dont on va se garer devant la boulangerie, chose bête, un peu du quotidien, c'est pas forcément dramatique. Mais il y a plein de choses qui démontrent que notre homme intérieur est assez prompt à défendre ses propres droits, ses intérêts à lui, et à moins prendre en compte l'environnement immédiat, voilà, et encore moins lointain. Et donc forcément que cette modalité, elle est aussi présente pour les plus grandes décisions, quand il faut faire une usine par ici ou faire un projet par là. C'est le même homme derrière qui ne sait pas garer sa voiture et qui s'en fiche, ou qui fait un projet qui va avoir une importance sur l'environnement après. Encore une fois, c'est l'homme qu'il faut changer. Et apprendre aussi, peut-être que ça s'apprend dans les processus, peut-être qu'on devrait apprendre à bâtir des projets. Je me rappelle, en école d'ingénieur, on apprenait à faire des projets, on avait des méthodes pour faire des projets avec des tableaux, des machins, des systèmes, etc. Puisqu'on sait faire ça, on sait aussi intégrer à l'intérieur un impact sur l'environnement qu'on pourrait mieux mesurer sans doute en amont dans ces projets. À la table de discussion, je fais la page 6 en haut, à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place privilégiée. Voilà. Il y a de tas de choses qui sont décidées en dehors de vous et qui vont avoir une influence immédiate sur votre environnement à vous, à nous. Ou parfois nous prenons dans nos métiers ou dans nos activités, ou que sais-je, des décisions plus ou moins consciemment qui ont une importance sur l'habitation des autres. Eh bien, l'habitant local, il doit avoir une place privilégiée dans la prise de décision. Voilà, je passe un peu sur beaucoup de choses, mais c'est pas grave. En bas du paragraphe, la sincérité et la vérité, voilà, en Volkswagen, sont nécessaires dans les discussions scientifiques et politiques qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est permis ou non par la législation. Il faut aussi avoir un cœur large et ne pas se contenter de la législation pour définir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de se cacher derrière ça. La loi le permet, donc j'ai droit à. Il y a une autorégulation qui devrait être permise, non pas seulement par la loi, parce que la loi ne peut pas tout prévoir, mais qui devrait être une autorégulation permise par des hommes qui ont compris, qui ont intégré intérieurement cette notion d'environnement. Alors 184, certains projets qui ne sont pas suffisamment analysés peuvent affecter profondément la qualité de vie dans un milieu pour des raisons très diverses, comme une pollution acoustique non prévue, la réduction du champ visuel, la perte de valeur culturelle. C'est dur à mesurer ça. On fait un projet qui peut-être va induire la perte de valeur culturelle. C'est qu'il faut voir large dans l'impact de mon projet. Pas seulement ce que ça va cacher dans le paysage, mais culturellement, est-ce que ça va avoir un impact? La culture consumériste qui donne priorité à court terme et à l'intérêt privé peut encourager des procédures trop rapides ou permettre la dissimulation d'informations. Il pourrait maintenant, au lieu de mettre peu, il pourrait dire c'est sûr. Dans toute discussion autour d'une initiative, une série de questions devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. Pour qui, par quoi, où, quand, de quelle manière, pour qui? Quels sont les risques, à quel coût, qui paiera les coûts et comment le fera-t-il? Ça en fait des questions. Ben, si on apprenait, ne serait-ce que dans nos décisions, dans nos projets, aussi modestes et habituels soient-ils, à apprendre, à acquérir à la fin le réflexe d'avoir aussi comme question, mais qui paiera les coûts? Est-ce qu'il n'y a pas des coûts qui vont être supportés par d'autres? Est-ce que cet autre, je ne lui fais pas porter un coût qu'il ne pourra pas payer, qu'il va subir? Je n'ai pas travaillé assez pour avoir des exemples concrets, mais je pense qu'on peut en trouver chacun dans sa vie. Et donc il propose d'inverser, 186 à la fin, on inverse la charge de la preuve. Au lieu d'apporter la preuve
à la fin, il faut l'apporter au début. Il faut apporter une démonstration objective et indiscutable que l'activité proposée ne va pas générer de graves dommages à l'environnement ou à ceux qui y habitent. Là, on fait l'inverse. Une fois que ça existe, on vient apporter pour se plaindre la preuve que c'est nul, qu'il y a maintenant un dégât. On va apporter la preuve du dégât. Il faut qu'en amont, on apporte la preuve qu'il n'y aura pas de dégâts. Ça, c'est le changement de mentalité. Penser, dans mon projet, à prévoir que je suis en devoir d'apporter la preuve qu'il n'y aura pas de dégâts. Je fais une petite parenthèse, ça fait penser à ça. Dans la médecine chinoise travaille entre autres par acupuncture. Dans la culture chinoise, ça fonctionne ainsi, c'est que les médecins ne soignent pas les malades. Parce qu'il n'y a pas de malade en théorie. S'il y a des médecins, il n'y a pas de malade. Donc en fait, la médecine chinoise prévoit une forme de contrat. Tu es mon médecin, donc je ne serai pas malade. Et la médecine chinoise est une médecine préventive qui est censée garantir que le patient ne sera pas malade. Et s'il devient malade, c'est que le médecin s'est planté. Voilà. Après, si on se casse la jambe, on se casse la jambe. Hein, voilà, c'est pas magique. Mais c'est intéressant, nous, la médecine est curative. Nous, une fois qu'on est malade, on apporte une solution. C'est pareil dans l'environnement. Une fois qu'il y a un dégât des eaux, on se dit comment on va pouvoir dépolluer les sols. C'est trop tard. On devrait apprendre à faire en sorte que notre agir qui impacte forcément l'environnement ait cette dimension de prévention. Nous, l'environnement ne sera pas malade. Nous savons prendre en compte l'environnement. Nous, on le fait en amont, il ne sera pas malade. Ni culturellement, ni socialement, ni économiquement, ni les petites fleurs, tout ce que vous voulez. Je pense que ce qui est pire encore, c'est qu'on saurait le faire. On ne le fait pas par intérêt, par mauvais intérêt, évidemment. Voilà, convertissez-vous. C'est bon. Je pense que la solution à tout ça, c'est la messe. Hein, c'est la confession. Enfin, c'est Jésus, pardon. Alors, 187, c'est important quand même, dont Jacques l'a déjà dit auparavant. Cela n'entraîne pas qu'il faille s'opposer à toute innovation technologique qui permette d'améliorer la qualité de vie d'une population. Mais dans tous les cas, il doit toujours être bien établi que la rentabilité ne peut être l'unique élément à prendre en compte. Le résultat de la discussion pourrait être la décision de ne pas avancer dans un projet, mais pourrait être aussi sa modification ou l'élaboration de propositions alternatives. Encore une fois, le pape a une grande confiance dans l'intelligence humaine, d'être capable de prévoir effectivement les impacts néfastes sur l'environnement, et donc d'être capable aussi de renoncer à ce projet, ou de dire, bah, tiens, mais puisque ça ne marche pas comme ça, c'est trop néfaste, il y a sûrement d'autres solutions alternatives qui permettront d'atteindre le but par un moyen qui préserve l'environnement. Voilà. Donc il faut croire que tout est possible, à condition de le faire dans le bon sens. Voilà, on avance toujours. Quatrièmement, je ne sais pas trop regarder l'heure, politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Voilà, le lien avec l'économie à présent. La politique ne doit pas se soumettre à l'économie. Voilà. Dans les désordres de notre environnement, parmi ces désordres, il y a un désordre qui est le fait que la politique est soumise à l'économie bien souvent. C'est un désordre qui fait partie des désordres de notre environnement. Il ne devrait pas en être ainsi. Guérir l'environnement, c'est aussi guérir ce mauvais rapport entre l'économie et la politique. Aujourd'hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie, en dialogue, se mettent résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine. Parfois, on a l'impression que ceux qui devraient être au service de l'autre, en fait, c'est l'inverse. La politique et l'économie devraient être au service de l'homme, et parfois, on a l'impression que l'homme est utilisé au service de l'économie, même de la politique. Voilà. Sauver les banques à tout prix n'a aucun intérêt. Voilà. Pas à tout prix en tout cas. Les banques c'est très pratique, mais si c'est au prix de l'homme, ça n'a aucun intérêt. L'homme vaut bien plus qu'une banque. Donc si les banques s'effondrent, c'est pas dramatique tant que l'homme reste debout.
La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie, mais il n'y a pas eu de réaction. Voilà, et Pop constate qu'il y a eu un gros choc, ça aurait pu remettre en cause des choses, ça aurait pu permettre de changer la donne, mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser des critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Là, c'est un petit peu un regard un peu triste, je pense, et un peu désabusé aussi du pape, qui dit, même les pires crises que vous traversez, finalement ça continue. Pas toujours, parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes, suite à ces crises-là, qui ont réformé des choses dans leur banque, dans leur manière de travailler, et je pense que beaucoup de choses ont été faites, mais sans doute pas encore suffisamment. J'ai souligné tout en bas, on ne prend pas en compte sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses. Là, il y aurait à en discuter davantage. Qu'on apprenne, nous aussi, même si on a plein de belles théories, à retrouver le goût de la valeur des choses. Tout à l'heure, le travail est de valeur au-delà de ce qu'il produit. Il y a un tas de choses dans notre environnement. Le paradigme technocratique nous atteint, nous aussi. Pensez à un objet, vous voulez en savoir la valeur. La question c'est, l'étiquette du prix c'est combien? Mais comment est-ce qu'on sait étudier la valeur du travail, de l'homme qui l'a fait, sa longévité dans la vie, combien d'années il va durer? Moi je vois c'est des cathédrales, des églises qui ont des siècles et des siècles, et des édifices qui tiennent 50 ans. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on ne fait pas des choses qui durent 500 ans comme ils faisaient il y a 500 ans. La valeur des choses, elle dépasse la valeur financière, et même nous, on est très, très embarrassés dès qu'il faut parler de la valeur d'une chose ou de ne pas s'engouffrer tout de suite dans la valeur financière. On est gêné. Nous aussi, on a à apprendre à retrouver le goût de la valeur, savoir parler de la valeur des choses autrement qu'avec un prix, quoi. Ça fait partie du réaménagement du sens de l'économie qui doit être au service du développement de l'homme et pas l'inverse. Numéro 192, on a déjà pas mal parlé dans la journée, c'est un thème récurrent, que l'homme peut faire plein de choses, a plein de possibilités, y compris donc de faire des mauvaises choses. Il peut créer, il peut innover, il peut protéger, il peut créer des emplois. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain. C'est beau de dire, en fait, il y a un enjeu pour la dignité de l'homme. C'est tellement fréquent dans les débats aujourd'hui, sociaux, à tout point de vue, cette fameuse question de la dignité de l'homme, qu'on nous sert à toutes les sauces. Et bien, vraiment, l'enjeu, il est là, en fait. En fait, l'enjeu pour l'environnement, c'est presque pas un enjeu pour l'environnement, en fait. C'est un enjeu pour l'homme, quelque part. Si l'homme est ce qu'il doit être, il répond à sa vocation, et donc répond à sa vocation aussi de cultiver la terre et de la préserver, et bien tout ira dans l'ordre. Et en fait, l'enjeu majeur, c'est l'homme encore ici. Si l'homme avec audace et responsabilité trouve des formes de développement durable et équitable, alors il déploie sa dignité humaine. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Voilà, c'est indigne. Et ça, je pense qu'on a, nous, qui avons peut-être, grâce à la foi chrétienne, le sens de la dignité de l'homme, d'apprendre à le faire partager à nos contemporains. Nos contemporains, ils sont, pour beaucoup, aveuglés par la grandeur, la gloire qu'apporte la découverte technologique, la domination, la puissance avec tout ça. Et entre autres, ils défendent cela au nom de la dignité humaine, au nom de l'homme qui est libre, qui est intelligent, qui est autonome, qui est plein de choses. Et si on les aide à découvrir qu'ils ne renoncent pas à leur dignité humaine, au contraire, ils la développent encore plus en agissant différemment, peut-être qu'on a une entrée en matière qui est audible pour eux. Je pense que pour nous aussi, on a à se convertir déjà, nous, sur le sujet.
mais je pense que c'est un thème intéressant, c'est ce thème de la dignité de l'homme, parce qu'il rejoint tous nos contemporains, tous, d'une manière ou d'une autre, veulent défendre la dignité de l'homme, seulement et défendre la dignité de l'homme telle qu'ils définissent l'homme, voilà. Quitte à apporter le gender au nom de la dignité de l'homme, quoi. Vous voyez, on peut arriver à tout et son contraire au nom de la dignité de l'homme. Et si on montre que la dignité de l'homme eh bien, va dans ce sens-là, qu'on grandit en dignité, au contraire en trouvant des solutions alternatives, eh bien, tant mieux, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de plaisir personnel à lire ça. Parce qu'il faudra donc marquer une pause en certaines fois, parfois il faut renoncer à des projets, trouver des solutions alternatives, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Moi j'ai beaucoup aimé cette expression, parce que ce retour en arrière, c'est très personnel ce que je vous dis là. C'est un reproche qu'on me fait parfois à nous. Le latin, la soutane, tout ça, c'est le retour en arrière. Et c'est pas grave, ça me regarde. Mais j'aime à entendre le pape dire que parfois ça vaudrait bien un coup de retourner en arrière. Alors d'une part, je pense que la soutane n'est pas en soi un retour en arrière. C'est une parenthèse, mais quand bien même ça le serait, il y a des bons retours en arrière. Prenez un exemple. Quand vous êtes dans une impasse avec votre voiture, vous préférez quoi? Vous prendre le mur ou vous faire un retour en arrière? Le retour en arrière, il permet de ne pas se prendre le mur et de trouver la route qui avance et qui nous fait aller ailleurs, quoi. Donc il y a des retours en arrière qui sont salutaires. C'est pas en soi une dégradation humaine de faire un retour en arrière. Parfois, le retour en arrière, c'est la meilleure solution. Voilà. Donc c'est le cas ici. Il y a plein de choses, il y a plein de lieux, sans doute, de domaines où il y a des retours en arrière à faire. Voilà. Et c'est pas un retour à l'homme des cavernes ou je sais pas quoi qu'on est en train de prôner. C'est se dire, en fait, si on retourne en arrière, c'est pour la simple et bonne raison qu'on est dans une impasse. Et que si tu veux pas te prendre le mur, eh ben, tu changes de direction, tu fais demi-tour et tu recommences. Voilà. L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde. Je pense que les parties du monde concernées par une certaine décroissance, il y a nous. Et ça, c'est pas pour dire faussement on a besoin de moins ou je sais pas quoi. C'est plus large, c'est pour veiller à un équilibre des richesses. C'est plus grand que de se dire une seule sobriété personnelle, c'est un regard global sur le monde. Mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Voilà. Entre parenthèses, le sens du jeûne pendant le carême, par exemple, c'est aussi ça. Je mange moins pour que l'autre ait plus. Voilà. On n'a pas toujours le lien immédiat entre ce que je mange de moins et ce que l'autre a plus. Mais en tout cas, il y a ces dimensions-là dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne habituelle, la spiritualité chrétienne, il y a cette dimension-là qui est très présente. Elle doit être présente finalement aussi au niveau national. Voilà, savoir aussi, au niveau national, nous priver de quelque chose pour que d'autres aient plus. Que surgissent en 1994 de nouveaux modèles de progrès. Là, c'est une réflexion très intéressante qu'il faudrait aussi élargir. On ne va pas le faire, mais je note qu'elle est présente ici. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Il faut réfléchir à ce qu'est le progrès. On a déjà évoqué un petit peu. Un nouveau modèle de progrès, là il y a de la créativité à avoir. Là. On n'est pas toujours en mesure de définir le progrès, si ce n'est qu'il faut que le progrès intègre justement cette vision globale de l'homme, qui soit un progrès intégral, ça on sait le dire, mais après comment on le décline, comment on l'accompagne, comment on le promeut, ce progrès intégral, il y a plein de choses à inventer. Et surtout aussi nous, à nous réadapter sur notre façon de concevoir le progrès. Tout progrès n'est pas forcément une avancée pour l'homme, ça a déjà été dit. Mais le pape, tout en encourageant la technique et disant qu'elle est bonne, invite donc à l'homme à se régenter sur la façon de concevoir le progrès. Et en disant attention, le premier progrès à savoir mesurer, c'est le progrès de l'homme. Voilà. Progrès pour l'homme.
Bon, je vais vite après sur la suite. Nous avons besoin d'une politique au vu large, on l'a déjà vu, enfin, il faut des hommes politiques qui soient des hommes, quoi. Et des juristes qui soient des hommes, et des médecins qui soient des hommes, et des prêtres qui soient des hommes, enfin tout ça. Voilà. Dernier chapitre, dernière partie, pardon, page 10, tout à la fin. Et les femmes qui sont des hommes, non, c'est pas ça. Et s'il y avait plus de femmes politiques pour être des hommes politiques, ça serait mieux. Je sais pas. En plus de... Non, mais l'homme, c'est avec un grand H. C'était l'évidence, mais merci. Oui, oui. On parle de Je parle français, donc dans la langue française, les hommes incluent les femmes, puisque c'est un genre, le genre humain. Enfin, c'est la grammaire que j'ai apprise, je sais qu'elle a un peu changé depuis, mais je me conforme à ce que j'ai appris quand j'étais en CP. Parce que moi j'ai écouté en CP. Hein. Alors pour finir, le dialogue avec les sciences. Alors, c'est numéro 199. Donc c'est la 5e partie du 5e chapitre. Donc là on quitte un peu le domaine strictement économique et politique, mais le pape François invite chacun à inclure dans la réflexion sur ce changement de politique, ce changement d'économie, ce changement de sens du progrès, etc., invite les religions à participer à cette réflexion et invite les politiques à inclure les religions dans cette réflexion. Il explique pourquoi. D'abord que les sciences ne sont pas capables de fournir à elles seules la réflexion suffisante, les éléments suffisants pour cette démarche de réflexion sur l'humanité. Les sciences empiriques n'expliquent pas complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité dans son ensemble. Elles seraient menteuses, si on peut dire, les sciences, si elles prétendaient assurer à elles seules un regard total et complet sur l'humanité. Et il veut remettre en valeur aussi les principes éthiques. Il ne parle pas ici de la morale chrétienne, ce n'est pas les termes employés, il parle de l'éthique. Ça pourrait être la philosophie, ça peut être la réflexion sur l'agir de l'homme par n'importe qui d'autre que l'Église peut-être. N'empêche que la réflexion éthique a aussi à apporter et est indispensable en fait dans la réflexion pour accompagner ces changements de politique, d'économie, de progrès, etc. Et dans cette éthique, dans cet environnement de l'éthique, il y a aussi les religions. Il ne dit pas que la religion chrétienne, il dit les religions. Je veux rappeler que les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques et une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons. On aurait tendance à dire, mais non, mais ça c'est du domaine religieux. Donc c'est compréhensible par les religieux. C'est du langage religieux propre à un domaine religieux. Mais ce que dit le pape François, c'est que en fait, le religieux appartient à l'humain, en fait. Et pas seulement au surnaturel. Le religieux est quelque chose de profondément humain, finalement. Et donc, s'il y a une part de l'humanité qui est portée par le phénomène religieux, par le fait religieux, il faut l'entendre. Il dit, est-il raisonnable et intelligent de les reléguer dans l'obscurité seulement du fait qu'ils proviennent d'un contexte de croyance religieuse? Non. En réalité, il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite. Ce n'est pas une science, l'éthique. C'est porté aussi par des philosophies, c'est porté par des cultures, c'est porté par des religions. Et donc il y a des sagesses qui sont portées par des religions que les politiques doivent entendre parce qu'elles sont une part de l'humanité, de la richesse de l'humanité. Les principes éthiques donc que la raison est capable de percevoir peuvent réapparaître toujours de manière différente et être exprimés dans des langages divers, y compris religieux. Ce n'est pas parce que le langage qui exprime cette pensée sur l'homme est un langage religieux qu'il est décalé par rapport au reste. Voilà. Le langage religieux doit aussi donner son apport dans la réflexion. Toute solution technique que les sciences prétendent apporter sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l'humanité perd le cap. Tout à l'heure on parlait de direction, savoir où on va. Si l'on oublie les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation, le sacrifice, la bonté. C'est fort quand même de dire,
On parlait tout à l'heure science sans conscience avec Corinne Delane. Bah, science sans sacrifice, c'est pareil. C'est un mot qui est fort, le mot sacrifice. Là. Voilà. Nous, on l'entend comme chrétien d'une certaine manière. Je suis pas sûr que tout le monde entende la présence du mot sacrifice ici de la même manière. C'est un mot important, je pense. La bonté, c'est plus peut-être universel comme compréhension. Voilà. Et tout en bas du paragraphe, il parle du trésor de sagesse que nous devons garder, voilà, que les fidèles doivent apporter, et que les politiques aussi doivent entendre. Il y a un trésor de sagesse qui va arriver par des voies qui ne sont pas des voies scientifiques, mais qui sont des voies de l'ordre du religieux. Ça veut dire nous aussi nous décomplexer, nous les chrétiens, nous décomplexer par rapport à cette dictature, si je prends des grands mots, cette dictature de la laïcité qui nous dit en gros, tu laisses ça chez toi. Il faut nous décomplexer. Nous avons, ne serait-ce que d'un point de vue humain, un trésor de sagesse dont les politiques ont besoin. Voilà. On n'a pas forcément envie d'entendre, peut-être pas envie d'entendre non plus de cette manière-là, mais c'est légitime pour nous de l'apporter. Voilà, ça, il faut l'entendre. Et entre les religions, entre elles aussi, la majorité, donc c'est le dernier paragraphe, la majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes. Il y en a plein des croyants, il y en a plus que de non-croyants, finalement. Bon, première chose. Et cela devrait inciter les religions à entrer en dialogue. Un dialogue aussi entre les sciences elles-mêmes. On a vu que les sciences elles-mêmes ne parlaient pas forcément le même langage et risquaient de s'isoler avec la spécialisation dans différents domaines. Mais non, les sciences elles-mêmes sont appelées à avoir un dialogue entre elles, au lieu de s'enfermer dans les limites de son propre langage. Voilà, ce qui est vrai des sciences est vrai des religions. Est vrai des religions avec les sciences. Voilà. Le pape invite à ce dialogue, et vous avez remarqué que tous les numéros, tous les chapitres de ce chapitre, les parties, pardon, de ce chapitre, étaient intitulés le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Voilà. Donc ça paraît important, même si dans le texte, en fin de compte, il n'est pas forcément question toujours du dialogue, sauf à la fin ici. N'empêche, cet aspect de dialogue, c'est vraiment la promotion de la rencontre entre tout ce que porte l'humanité et ce que porte le politique au sens large. Parfois, on a l'impression d'une déconnexion entre le politique et l'humain. Eh bien, il faut retrouver le dialogue, la relation normale entre ces deux mondes qui ne doivent pas être deux mondes, en fait. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y aura des questions, et c'est encore moins si je pourrais y répondre. Je demanderai aussi qu'il y ait des questions sur l'ensemble de la journée. Tout à l'heure, vous avez commencé par parler de l'enseignement, comme quoi on avait une part à prendre, une responsabilité pour l'enseignement des générations à venir. Puisqu'on va déjà dans le mur, on peut dire que l'enseignement que nous avons reçu, il n'est pas terrible. Ça, c'est une petite parenthèse. Deuxième point, si on met Dieu au centre de notre vie, comme on nous l'enseigne, dimanche après dimanche, il serait bon que nous, chrétiens, enfin catholiques, mais plus généralement chrétiens, on ait une responsabilité avec l'enseignement, enfin les évêques, avec l'enseignement catholique. Qu'est-ce qu'ils attendent, nos bons évêques, pour remettre, non mais très sérieusement, pour remettre le catéchisme, le vrai catéchisme, pas de la rigolade, le vrai catéchisme au goût du jour, le véritable enseignement écologique dans les écoles, dans nos bonnes écoles catholiques, où on fait du clientélisme, pour surtout pas voir nos élèves partir, mais c'est marrant parce que dans certaines écoles où le catéchisme et une vie religieuse est puissante, eh bien ces gens-là n'ont pas de problème de recrutement. Donc, eh bien, voilà, un bon exemple. Donc, je n'attaque personne. C'est un vrai sujet. Nos évêques, qui sont normalement nos patrons, hein, nos bergers et directeurs d'école, eh bien, en avant, quoi. Le chef montre l'exemple, nous on suit, il n'y a pas de problème. D'accord, alors il faut suivre, mais je prends un petit parallèle. Il faut que la décision, c'est écrit politique, mais diocésaine, soit incitée par la pression de la population.
Oh, ben quand on va dans la rue, ça ne fait pas grand-chose. Non, mais Parce que là, je pense c'est un vrai qu'on sujet. devait tous y être. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que l'évêque a sa responsabilité, les évêques ont leur responsabilité propre, et les chrétiens ont aussi la leur de dire nous on veut du catéchisme. Voilà, il faut aller voir l'évêque. Il faut vous organiser. Ah bon, on va y aller. Mais voilà. Mais je pense que c'est légitime. Après, il faut le faire de manière chrétienne. Parce que nous, on a des écoles chrétiennes, là, pas loin, hein, sans citer quoi que ce soit, Ah non, pas où il n'y avait pas de catéchisme. Ouais. Où le prêtre local, oh ben non, on ne va pas ennuyer les gamins avec ça. L'enseignement catholique, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question et c'est un vrai enjeu, je suis bien d'accord avec vous. Mais pas que l'enseignement catholique, Oui, déjà. qui était qui faisait quoi. Non, mais aussi cette écologie humaine, c'est-à-dire beaucoup plus de l'éducation. Après, pour anticiper la réponse de Don Jacques, que les premiers responsables de l'éducation des enfants sont les parents, qui ont la chance et le droit d'être aidés par l'Église, bien sûr, et peuvent le réclamer. Mais ça Sans prétention aucune, je pense que pour ce qui est des nôtres, il n'y a pas de problème. Mais on s'est fait entendre répondre dans les écoles catholiques que c'était comme les instituteurs qui étaient les professionnels de l'enseignement des enfants. Et que les parents devaient rester un petit peu à leur place. Non, c'est pas vrai en tout cas. C'est pas vrai, mais on se l'est quand même entendu. Pour le moment, en tout cas, vous n'êtes pas encore obligé d'envoyer vos enfants à l'école. Et il faudra tenir ce droit, parce que c'est très important, et l'Église le rappelle souvent. Ce que je crois vraiment dans la partie que vient de commenter Don Martin, là, c'est qu'il faut vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'on peut très facilement, sur tous ces sujets énormes, gigantesques, sociaux, voilà, il faut vraiment se dire l'espérance. On dit qu'il y a un chemin à construire. Et bien ce chemin, il faut qu'on le trouve. Et le Seigneur, il sait ce qu'il fait. S'il a permis qu'on soit dans cette situation, c'est parce qu'il sait qu'à partir de là, il y a un chemin. Alors nous, il faut qu'on le cherche, il faut qu'on le trouve. Et il commence par un tout petit pas, peut-être, on peut faire nous. Il commence par, c'est vrai de l'école, c'est vrai de... Bon, eh bien, allons-y.